Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette première activité en direct des Chic Choc pour vous aider à mieux préparer votre saison d'activité en montagne qui s'en vient à grands pas. Donc, chaque année, l'automne, ça s'en vient, on commence à regarder des vidéos, on voit sur les réseaux sociaux que l'hiver s'en vient, la neige va bientôt tomber. Donc, on est ici là, avec l'équipe d'Avalanche Québec, moi, Laurie Dumas, qui est prévisionniste en avalanche, pour voir un peu différentes choses que vous pouvez faire pour bien préparer votre saison, puis arriver à votre première sortie en montagne, prêt, bien chaussé, avec votre équipement qui fonctionne, puis vos connaissances là, un peu rafraîchies là, dans votre mémoire. Donc, ce soir, on va voir à peu près là, trois thématiques, là, un peu rafraîchissement des connaissances. On va regarder un peu l'équipement puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour être vraiment prêt là, à votre première sortie. Donc, pour rafraîchir ses connaissances, le meilleur outil que vous avez en montagne, mais c'est évidemment, c'est votre cerveau. Donc, c'est votre cerveau qui prend des décisions, c'est vous autres qui analysez le terrain, qui êtes capable d'observer puis d'être attentif aux signes où le risque va être plus élevé. Donc, c'est important de rafraîchir un peu ses connaissances, de se remettre dans le bain de la météo, des problèmes d'avalanche, des indices de risque pour pouvoir justement là, être à l'aise avec tous ces éléments-là puis pas se faire surprendre là, à la première sortie. Donc, un site qui est super bien puis que je conseille à tout le monde d'aller faire, c'est sur... En fait, le site d'Avalanche Canada, vous pouvez aller dans la section éducation et cliquer sur AVA Aviser. Donc, c'est Avalanche Canada qui ont établi un tutoriel d'avalanche en ligne. Donc, ça a été traduit, c'est en français. Vous pouvez le faire aussi en anglais si vous préférez. Puis, c'est super complet. C'est vraiment, ça voit toutes les différentes thématiques, un peu les mêmes sujets qu'on voit dans le CSA 1 aussi. Donc, si jamais vous avez déjà fait votre CSA 1 puis que ça fait longtemps puis vous voulez vous rafraîchir les mémoires, c'est super interactif. Donc, vous pouvez suivre les modules, les chapitres. Il y a des petites vidéos comme ça pour vous présenter un peu la plateforme. Ensuite, ça y va par étapes. Donc, on peut lire l'information et continuer à naviguer comme ça là, pour pouvoir suivre un peu l'information. Donc, c'est vraiment très interactif, beaucoup de choses sur ce sujet-là, sur les avalanches. Puis, si vous continuez de naviguer selon les catégories, bien après ça, à un moment donné, vous avez même des images. Ensuite, vous allez avoir des quiz, des vidéos. Donc, si vous voulez naviguer là-dedans, là, c'est vraiment intéressant. C'est super bien résumé, super bien expliqué. Donc, c'est très bon de faire un peu le tour là, de ce site-là là, pour pouvoir justement voir est-ce que je me souviens un peu c'est quoi là qui... Bon, une avalanche de plaques, c'est quoi? Donc, vous pouvez répondre... Après ça, soumettre vos réponses puis avoir un peu un feedback là, de si vous avez vos connaissances au bout de vos doigts ou pas. Donc, AVA Aviser, c'est vraiment un bon outil là, pour se rafraîchir puis apprendre des nouvelles choses puis voir un peu qu'est-ce qui serait à travailler ou à peaufiner là, dans vos connaissances. Donc, première chose qui peut être super pertinente, là, de faire le tour là, du site. Donc, voilà pour AVA Aviser. Très bonne ressource en français, disponible, gratuit, en ligne. Vous pouvez faire ça à votre rythme. Je le conseille à tout le monde. Même moi, j'ai fait le tour parce que c'est toujours intéressant de revoir un peu ces notions. Donc, voilà pour AVA Aviser. Ensuite, si vous voulez aussi, vous pouvez prendre le temps de faire une pratique de planification de sortie dans les Chic Choc. Fait que pour ceux qui sont familiers avec le concept, dans le fond, il y a une espèce de méthode qui a été établie par Avalanche Canada, puis avec la sortie du manuel de cours de sécurité en avalanche, qui est sorti il y a maintenant 2 ans à peu près. Ça s'appelle le processus quotidien, donc c'est les 7 étapes qu'on fait là, à chaque jour là, pour être sûr de faire le tour de
de tout ce qu'il faut pour pas rien oublier. Donc, le processus quotidien, c'est vraiment intéressant. Puis, les 2 premières étapes, dans le fond, c'est de regarder, en fait, de consulter la prévision d'avalanche et la prévision météo et de planifier votre sortie. Donc, avant que ce soit la première sortie en montagne que vous allez faire, vous pouvez prendre le temps de juste simuler une planification de sortie. Donc, aller dans l'onglet des conditions Chic-Choc, vous pouvez aller vous familiariser c'est où déjà qu'on retrouve le bulletin, les rapports de neige, comment ça marche déjà. Donc, si vous retournez sur le site ici, ah oui, c'est vrai, il y a la webcam, puis on voit combien de neige qui est tombée dans les 24 dernières heures. Ici, bien, on a évidemment la météo, donc en ce moment, il fait 6. Après ça, on a les stations en montagne, donc on a la température en direct des montagnes, la prévision météo alpine. Bon, là, en ce moment, il n'y a rien, mais tu sais, c'est juste de vous rappeler où l'information, elle est. Puis, le bulletin des Chic-Chocs, donc ici, ah oui, c'est vrai, OK, maintenant, c'est le même format qu'Avalanche Canada, donc il y a 3 onglets comme ça qu'on va cliquer pour pouvoir avoir l'information. Puis, après ça, c'est d'aller voir si vous allez dans d'autres secteurs, c'est où, c'est quoi les cartes déjà. Ah oui, moi, je vais souvent skier sur les sites de la FQME, donc vous pouvez aller voir sur le site c'est où déjà les cartes, etc. Donc, juste de vous refamiliariser avec les différents endroits où vous allez chercher vos ressources. Puis aussi de vous familiariser avec votre façon de regarder la météo. Donc, est-ce que je vais juste voir sur le site d'Environnement Canada pour le parc de la Gaspésie, voir c'est quoi la météo, ou ensuite je vais sur Spot Weather. Fait que là, ça c'est un site que j'aime beaucoup, que je navigue beaucoup. C'est où déjà qu'on va, c'est quoi déjà les différents modèles. Donc, juste de... OK, HRDPS, c'est 2 jours, RDPS, c'est 3 jours et demi, un petit peu plus grosse région. Le modèle global. Donc, tu sais, HRDPS, c'est très précis, c'est haute résolution. Donc, on a une météo qui est très précise pour un petit carré, donc 2,5 km². Après ça, la prévision régionale, mais là, c'est un petit peu plus grand, le carré de prévision. La météo va être un petit peu plus pour une grande région. Puis après ça, bien, on a le modèle global qui est pour une plus grosse région. Fait que là, bien, c'est moins précis, mais ça donne une idée à plus long terme de c'est quoi les prévisions météo. Donc ça c'est très bon de juste se familiariser avec ces outils-là que vous pouvez utiliser. Donc, si on revient à notre processus quotidien, une fois qu'on a établi la prévision météo et la prévision d'avalanche, mais on peut utiliser aussi l'Evaluator. Donc, il y a un outil d'aide à la prise de décision. Donc, la dernière page de l'Evaluator, ça vous dit en fonction de l'indice, qu'est-ce qui est recommandé d'aller naviguer comme terrain. Est-ce que c'est du terrain simple, exigeant, complexe? Et là, vous êtes comme, ah oui, OK, c'est vrai, les cotations d'exposition en terrain avalancheux. C'est où déjà qu'on trouve cette information-là? Bien, pour les cotations en terrain avalancheux, pour l'instant, la meilleure place pour aller les trouver, c'est sur le site d'Avalanche Canada. Donc, si vous cliquez sur Backcountry Resource, sur le Trip Planner, ça vous amène sur l'endroit où il y a toutes les cotations du Canada. Puis, vous pouvez zoomer sur les Chic-Chocs. Donc, agrandir et OK, moi, je vais aller au Huxback. Donc, on clique sur le Huxback. On voit directement sur la carte c'est quoi les zones de terrain simple, exigeant et complexe du Huxback. Mais vous pouvez aussi, là, en cliquant ici sur le petit nuage, là, télécharger là, les informations, là, les cotations ATES pour ensuite les avoir dans Google Earth puis pouvoir naviguer sur Google Earth. Si ensuite on ouvre ça dans le programme Google Earth qui est gratuit que vous pouvez télécharger, bien là, c'est vraiment génial parce que on réussit à vraiment voir avec le relief de terrain qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Donc, ici,
comme ça. Fait que si on regarde sur la plateforme Google Earth, bien là, on a toutes les sections qui sont en terrain simple, les sections en terrain exigeant. Fait que, OK, ici, c'est le sentier des bénévoles, il va jusqu'à la crête. Là, hop, c'est quoi déjà la crête? OK, ici, c'est la crête. Fait que là, bien, on peut remettre les cotations superposées. Puis, moi, je voulais aller plus dans les couloirs nord. OK, ouais, ça, c'est du terrain complexe. OK, c'est intéressant. On peut aussi tourner comme ça, mettre un angle si on veut voir un petit peu mieux. Donc, c'est toujours très intéressant là, de pouvoir aller naviguer sur Google Earth, voir un peu qu'est-ce que le terrain a l'air. Puis avec les cotations superposées, c'est vraiment facile là, de savoir quelle portion de terrain est en simple, exigeant ou complexe. Un autre outil qui est disponible, c'est avec l'application Ski Haute-Gaspésie. Donc, si vous allez sur App Store ou Google Play selon votre téléphone, mais vous pouvez télécharger l'application. Puis, dans l'onglet des cartes, en fait, vous pouvez juste zoomer, puis vous allez avoir toutes les tracés GPS avec les cotations là, sur le fond de carte de l'application. Fait que ça, c'est un autre endroit où vous pouvez consulter là, les cotations de terrain avalancheux. Donc, voilà. Ensuite, une fois qu'on s'est pratiqué un peu avec la planification de sortie, les outils, le bulletin, la météo, les ressources. Donc, on a fait un petit tour sur Avisavi pour aviser en français, pour se remémorer un peu là, les différentes ressources et les différentes choses qu'il faut faire avant de partir en montagne. Bien, évidemment, il faut se pratiquer avec ses équipements. Donc, recherche et sauvetage, c'est toujours très important de faire un petit rafraîchissement. Comment qu'on utilise son DVA, comment qu'on fait la recherche, est-ce qu'on est encore rapide, puis est-ce qu'on se souvient encore bien de toutes les notions ou on a besoin de refaire un cours, peut-être un petit cours de sauveteur autonome qui est vraiment juste axé sur la recherche et sauvetage. Donc, je montre une petite vidéo là, juste pour se rafraîchir un petit peu là, sur les notions de recherche et sauvetage. Bon visionnement. Mon nom, c'est Julie Leblanc. Je suis prévisionniste et instructeur en avalanche pour Avalanche Québec. Le sauvetage autonome, c'est le sauvetage qui est organisé par les membres du groupe déjà sur place et c'est ça qui va offrir la meilleure chance de survie à la victime d'avalanche. Les équipements de sécurité en avalanche incluent le DVA, la sonde et la pelle. Dans le cas d'un accident d'avalanche, la première chose qu'on veut faire, c'est de désigner un leader qui va organiser et diriger les tâches de la recherche. Ensuite, on veut évaluer la sécurité des lieux. Est-ce que c'est possible qu'il survienne une autre avalanche? On veut déterminer combien de personnes manquent à l'appel. Et s'il y a un témoin sur place, on peut questionner le témoin, à savoir où est-ce qu'on a vu la victime pour la dernière fois. Ensuite, on va basculer nos DVA en mode search, en mode recherche, pour faire la recherche du signal avec le DVA. Lorsque tous les DVA sont en mode recherche, on veut délimiter la zone de recherche, donc la zone physique sur le terrain. On veut regarder aussi pour les zones d'ensevelissement probable, donc dans les dépressions, près des arbres. Et à cette étape-là, on veut rechercher un signal avec notre DVA. On veut écouter avec nos oreilles pour obtenir un signal et on veut regarder avec nos yeux pour trouver des indices à la surface, tels que des bâtons de ski ou même un gant qui sort de la neige. Lorsque je vais me déplacer dans la zone de recherche, je vais faire des zigzags pour acquérir mon signal avec mon DVA si je suis seule. Lorsque j'ai capté un signal avec mon DVA, je vais regarder sur mon écran et je vais suivre la flèche. Donc la flèche va m'indiquer la direction dans laquelle je dois me déplacer et je vais aussi m'assurer que la distance diminue. Donc je vais me rapprocher de la victime.
Lorsque j'ai un signal autour de 10 sur mon écran, je vais retirer mes skis et je vais abaisser mon DVA au niveau du sol pour raffiner la recherche. Donc, je vais chercher le point le plus précis, donc la distance la plus courte entre le sauveteur et la victime. 1,8. Maxime, prépare-toi, c'est vraiment proche. 0,7. Apporte la sonde, s'il te plaît. 0,6. Juste ici. La recherche DVA, c'est un peu comme l'analogie de l'atterrissage d'un avion à l'aéroport. Lorsqu'on recherche le signal, on se déplace de façon très rapide et au fur et à mesure qu'on se rapproche de la victime, on va ralentir, vraiment comme l'avion qui atterrit sur la piste d'atterrissage. Lorsque j'ai trouvé le point le plus près du signal, donc avec l'affichage avec un chiffre très petit, je vais pouvoir sortir ma sonde pour localiser précisément la victime. J'ai besoin de la sonde! Donc je vais enfoncer la sonde dans la neige avec mes 2 mains et je vais essayer de toucher la victime. Lorsque j'enfonce ma sonde dans la neige, si je ne touche pas la victime au premier coup, je vais déplacer ma sonde en spirale. Donc, à chaque fois que je vais enfoncer ma sonde, ça va être une distance d'environ 25 cm et je vais m'éloigner comme ça du point le plus proche de mon signal afin de trouver la victime en dessous de la neige. Je vais sentir quelque chose d'assez gros et d'assez mou au bout de ma sonde. Et lorsque j'ai touché ma victime, je vais la laisser en place pour ensuite faire l'excavation avec la pelle. Lorsque j'ai localisé précisément la victime avec la sonde, c'est le moment de l'excavation avec la pelle. Donc, c'est le moment le plus physique, c'est le moment où est-ce qu'il faut vraiment tout donner. Je vais débuter l'excavation un peu plus bas de la sonde et je vais creuser un grand V pour atteindre la victime. C'est important de ne pas piétiner la victime, donc d'éviter de marcher directement autour de la sonde. Dans l'étape de l'excavation avec la pelle, c'est important de tenir la pelle comme une pagaie de canot et de pousser la neige vers le bas de la pente. On veut éviter de soulever la neige et de déplacer la neige. On fait seulement la pousser derrière nous, un peu à l'image d'un tapis roulant. Lorsqu'on atteint la victime, la priorité, c'est d'aller dégager ses voies respiratoires. Donc, on veut localiser sa tête et on veut dégager la neige qui se trouve autour de son visage. On veut aussi dégager au niveau de son thorax pour que la personne puisse vraiment respirer. Si jamais il y a de la neige dans sa bouche ou de la neige dans son nez, on peut le dégager nous-mêmes. La priorité, c'est vraiment que la victime puisse respirer le plus rapidement possible. Ensuite, je veux évaluer la condition de ma victime. Je vais vouloir traiter les blessures si nécessaire. Une chose à faire aussi, c'est d'isoler la victime du froid, de l'environnement. Donc, je peux l'asseoir sur un matelas et lui mettre un gros manteau. Et après, je vais voir mes options pour l'évacuation. Est-ce que je suis capable de le faire toute seule ou j'ai besoin d'aide extérieure? À cette étape-ci, c'est vraiment important d'être capable d'entrer en contact avec l'aide extérieure, peu importe le moyen de communication. En résumé, assurez-vous que tous les membres du groupe possèdent leur équipement de sécurité en avalanche, que tous savent s'en servir et surtout, n'hésitez pas à vous pratiquer car l'efficacité de votre recherche va pouvoir vous faire gagner des secondes importantes. Si vous pensez faire du ski en arrière-pays cet hiver, pensez à suivre une formation spécialisée en avalanche accréditée par Avalanche Québec. Donc, il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment, donc ça peut être peut-être difficile de se pratiquer le recherche sauvetage, mais vous pouvez toujours cacher votre DVA dans des feuilles, utiliser plein de pots de yogourt inversés, puis les mettre un peu partout, puis cacher le DVA en dessous d'un de ces pots-là, ou ben donc l'attacher dans un arbre. Vous faites imaginatif, puis trouver une façon de pratiquer un peu votre recherche sauvetage avec vos amis, puis
la meilleure façon, c'est d'inviter un peu des amis qui ont aussi des DVA, puis de se pratiquer en gang. Comme ça, c'est full motivant, puis c'est le fun, puis ça rend ça un petit peu plus interactif. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur la sécurité en montagne, sur les avalanches, bien, il y a différentes ressources aussi que vous pouvez vous procurer. Vous pouvez, entre autres, vous inscrire à un cours d'avalanche. Si vous n'avez pas encore fait votre CSA 1, c'est un excellent cours d'introduction. C'est 2 jours. Il y en a offert plein cet hiver. Vous pouvez aller sur le site d'Avalanche Québec dans Éducation. Puis ici, il y a toute la liste là, des cours. Ça, c'est les 10 prochains. Mais vous pouvez aussi voir toutes les formations offertes là, dans le calendrier. Là. Ici, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui sont offerts à moitié en virtuel, à moitié en vrai. Donc, vous pouvez choisir un peu la formule que vous voulez. Puis, si vous choisissez, mettons, ici, bien là, c'est XP Aventure qui offre ce cours-là. Bien, il faut contacter directement le fournisseur de cours pour pouvoir vous inscrire puis savoir les prix, etc. Puis s'il reste de la place. Donc, ça, c'est pour les cours d'avalanche CSA 1. Si vous avez déjà fait votre CSA 1, bien, vous pouvez peut-être voir là, pour un cours CSA 2. Donc, c'est l'étape suivante. C'est un cours qui est plus axé sur le terrain. Vous allez pousser plus en profondeur toutes vos notions. Fait que c'est vraiment un super de bon cours. Puis sinon, bien, il y a aussi quelques livres qui sont très intéressants si vous n'avez pas en votre possession. Donc, celui-là, c'est Staying Alive in Avalanche Terrain. C'est Bruce Jumper qui a écrit. C'est la 3e édition qui est sortie. Donc, c'est un livre super intéressant, très complet, plein de notions à apprendre dans ce livre-là. Il l'a juste en anglais, malheureusement. Puis, sinon, il y a aussi Avalanche Essential qui a été publié aussi, qui est un petit peu plus petit, très bien vulgarisé, super clair, super précis. Donc, excellent livre, je le recommande. Je l'ai relu avant d'aller faire mon niveau 2 professionnel. Fait que c'est vraiment un bon livre à avoir avec soi. Puis si vous voulez absolument de la ressource en français puis que vous ne l'avez pas déjà, bien, il y a le manuel de cours de sécurité en avalanche. Donc ça, c'est un excellent livre là, avec plein d'images à l'intérieur. C'est super bien écrit, c'est full bien illustré. Donc il y a même des études de cas à travers tout ça pour pouvoir avoir des idées un peu de qu'est-ce qui se passe. Donc super de bons livres à avoir avec soi. Puis, sinon, si vous voulez des outils aussi, il y a le petit calepin prise de décision en terrain avalancheux. Donc, ça, c'est le petit calepin qu'on peut écrire dehors, là, sous la neige, là, résistant un peu comme les Write in the Rain. Donc, c'est le calepin qu'on donne à l'étudiant quand il fait son cours CSA 2, puis un peu des notions au début. Puis après, ben, c'est surtout des grilles pour aider à faire bien sa planification de sortie, puis les observations qu'on a fait, prendre des notes, puis structurer un peu c'est quoi qu'on veut regarder en montagne, puis qu'est-ce qui nous intéresse, puis qu'est-ce qu'il faut faire attention, puis qui fait lever un peu des drapeaux rouges avant d'aller en montagne. Fait que ça, c'est des ressources qui sont super intéressantes si vous voulez aller plus loin. Puis aussi, c'est super important d'acquérir des connaissances complémentaires pour aller en montagne de façon sécuritaire. Donc, compétences complémentaires, je pensais entre autres à savoir lire une carte topographique. Donc, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. L'autre fois, je suis tombée sur un blog sur le site de Gaia qui explique en fait comment lire une carte topographique. C'est super intéressant. Il y a toute l'information sur les lignes de contour. Donc, essayez de comprendre un peu c'est quoi, dans le fond, les lignes de contour. Comment savoir, OK, ici, c'est super à pic. Ici, c'est pas mal plus plat. Là, ici, on va avoir un petit bol, probablement un ruisseau. Donc, plein d'informations là, vraiment intéressantes pour pouvoir comprendre un peu mieux c'est quoi qu'on s'attend quand on regarde une carte. Si vous avez le livre guide des Chic-Chocs, ça va être beaucoup. Mais on peut regarder les photos pour se donner une idée, mais ça ne dit pas si c'est à pic ou pas. Donc, de pouvoir lire les cartes topographiques là, qui sont dans le livre guide, entre autres, ou d'autres cartes ou dans l'application mobile, bien, ça l'aide justement à savoir là, si c'est à pic ou pas. Donc, vraiment important là,
une habileté très essentielle à avoir. Puis aussi, ben, on pense, mettons, à des cours de premiers soins. S'il y avait un accident, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour évacuer la personne, jambes cassées, etc., n'importe quoi. Donc, juste être prêt là, pour faire face à toute éventualité en montagne. Là, très important d'aller chercher d'autres compétences qui vont compléter toutes nos connaissances là, pour bien naviguer en montagne de façon sécuritaire. Donc, un autre aspect qu'il faut vérifier avant de partir sa saison, l'équipement. Donc, on va aller voir si notre équipement fonctionne bien, s'il a bien survécu à l'été. Puis, on va sortir un peu du placard, puis juste assembler un peu nos affaires, voir si tout marche bien. Donc, je suis allée dans le garage chez moi, chercher mes skis, mes bottes. J'ai sorti mon sac à dos. Donc, essayer de faire un petit tour là, si tout l'équipement fonctionne bien. Puis, avant de faire le tour, je me suis posé la question, est-ce que j'ai tout l'équipement qu'il me faut pour mes sorties en montagne? Fait que pour s'assurer qu'on a tout l'équipement, je vous montre une petite vidéo. C'est Lucas Garceau-Bédard qui est technicien avec nous, qui nous explique là, tous les éléments qu'on devrait avoir avec soi pour aller en montagne, là, puis être prêt à faire face à toutes sortes d'éventualités. Donc, on regarde ça ensemble, puis après ça, on va faire le tour de l'équipement, quoi vérifier, savoir si tout est prêt. Lorsque l'on s'aventure dans l'arrière-pays, on s'expose à plusieurs dangers. Qu'on soit en ski de montagne ou en motoneige hors-piste, il faut être prêt à faire face à toutes sortes d'imprévus. Si un accident survient et que vous arrivez à contacter les secours, il est possible que vous deviez attendre plusieurs heures. Il est donc essentiel d'avoir dans son sac à dos tout l'équipement de sécurité nécessaire. Il est aussi important d'apprendre à bien s'en servir. Chaque personne doit avoir avec soi l'équipement de sécurité en avalanche, le détecteur de victimes d'avalanche, DVA, la sonde et la pelle. Comme le temps de survie d'une victime d'avalanche est très court, ce sont les membres du groupe qui devront effectuer le sauvetage. Utilisez le DVA, qui est à la fois un émetteur et récepteur d'ondes, pour vous rapprocher le plus possible de la victime. Prenez ensuite votre sonde pour la localiser précisément et utilisez votre pelle pour l'excaver. Vous pourrez ensuite lui administrer les premiers soins. Un traîneau d'urgence pourrait grandement faciliter l'évacuation d'une victime. Celui-ci pourrait à la limite servir à la confection d'un abri. Prévoyez de l'équipement de gestion et de sécurité personnelle. Votre lunch et de l'eau, mais aussi de la nourriture supplémentaire. Un thermos, votre casque, des lunettes de ski, des vêtements chauds, une pince multi-usage et peut-être même une scie. La lampe frontale et des batteries de rechange seront primordiales si votre randonnée devait s'allonger. Apportez aussi de l'équipement que vous pourrez partager. Un matelas isolant, un briquet ou des allumettes et peut-être même un petit réchaud. Pour communiquer à l'intérieur du groupe, apportez des petits radios. Hors de portée du réseau cellulaire, pensez à vous procurer un appareil de communication satellite. N'oubliez pas de bien gérer la charge de tous ces appareils électroniques. Prévoyez enfin carte et boussole ou un GPS, une trousse de réparation et assurez-vous de ne jamais vous rendre à la limite de vos capacités. Partez bien préparé et vous ne serez jamais mal pris. Soyez prudents et bonne saison. Cool! Fait que on a vu un petit tour de pas mal tous les équipements qu'il fallait qu'on apporte pour faire une sortie sécuritaire en montagne. Donc, moi, je sais déjà que j'ai oublié ma lampe frontale. J'ai repensé à ça dans la vidéo. Donc, ma frontale est dans mon sac à dos de trekking pour l'été. Donc, prochaine sortie, avant d'aller en montagne pour le ski, ben, il va falloir que je pense à mettre ma frontale dans mon sac. Surtout qu'au mois de décembre, ben, en Gaspésie, en tout cas, le soleil se couche comme à 3h30. Fait que il y a quand même des bonnes chances là, que tu reviennes et que tu aies besoin de ta frontale juste pour faire ton accès jusqu'à revenir jusqu'à l'auto. Fait que ma frontale, faut pas que j'oublie ça du tout parce que sinon, ben, je vais être pris en montagne. Pas de frontale, puis quand il fait noir, je peux dire que c'est ordinaire. Ensuite, les équipements de sécurité en avalanche, donc le DVA, la pelle et la sonde.
Hop, tout est là. Donc, j'ai mon DVA, donc, que j'ai rangé ici au printemps passé. Donc, j'ai pensé à sortir les piles de mon DVA au printemps, fait que c'est génial, là. Mes piles sont pas restées là tout l'été, ça n'a pas coulé, tout est beau et propre. L'affaire, c'est qu'il faut en remettre des neuves, fait que on va faire ça tout de suite pour pas oublier, hein, parce que ça peut arriver dans le parking, là, au fin fond du parc de la Gaspésie, là, t'as pas de batterie, là, c'est vraiment tendance, faut que tu retournes au CDS chercher des batteries. Fait que mettre des batteries neuves, là, au début de la saison, c'est vraiment gagnant. Puis, ben, on peut tout de suite, là, tester, voir si ça marche. Fait que mon DVA, les batteries sont neuves, tout marche, donc c'est génial. Donc, s'assurer que l'appareil, ça se peut qu'il demande un calibrage. Fait que moi, le mien, il demande, j'ai démarré. Donc, on fait la rotation comme ça pour calibrer l'appareil. Et ensuite, il dit que tout est correct, donc on peut partir en montagne. C'est vraiment important d'aller dehors puis de faire un test, voir si tout fonctionne bien, si les fonctions de recherche fonctionnent bien aussi, si les autres appareils sont capables de le trouver. Donc, ça, c'est à faire absolument. Puis en plus, bien, ça va rafraîchir un peu votre pratique. Puis, allez voir aussi la version là, de votre programme. Donc, tous les DVA, en fond, il y a un programme qui roule l'appareil. Puis ce programme-là, bien, les compagnies font des mises à jour. Fait que, allumez votre DVA, essayez de trouver c'est quoi la version de votre programme, puis allez voir sur le site du fabricant de votre appareil, voir si vous avez la dernière version ou pas. Puis si il y a une nouvelle version qui est sortie, bien souvent c'est juste pour régler des petits bugs ou des trucs qui ne fonctionnaient pas bien. Bien, mettez-le à jour. Il y a beaucoup de fabricants qui permettent là, les mises à jour soi-même à la maison avec Bluetooth. Fait que vous n'êtes pas obligé de renvoyer votre appareil au fabricant ou ici. Si vous ne savez pas, bien, écrivez un courriel à info puis je vais vous répondre pour vous aider à propos de votre DVA. Donc, ça, à vérifier que ça fonctionne bien. Absolument. Si je l'ai mis dans mon sac juste pour vous montrer, si votre appareil ressemble à ça, c'est un appareil désuet. Donc ça, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un DVA analogique à une antenne. Donc il n'y a pas de programme numérique, c'est juste le son rentre et ressort. Fait que ça, c'est désuet. C'est plus bon, là, on s'en sert plus maintenant. Ça prend là, vraiment là, le DVA numérique à 3 antennes. Donc l'antenne horizontale comme ça, dans l'autre sens, et l'antenne verticale va permettre beaucoup plus de précision puis beaucoup plus d'efficacité pour une recherche. Fait que si vous avez besoin de mettre à jour votre appareil puis que vous voulez savoir quel appareil acheter, bien, vous pouvez aller sur le site beaconreview.com. C'est vraiment bien. Il y a tous les appareils, c'est mis à jour. Il y a les nouveaux modèles qui sortent. Il y a les pour et les contre, les prix, etc. Fait que vous pouvez aller voir un peu sur ce site-là, ça va être beaucoup. Puis après ça, bien, vous pouvez choisir le bon appareil qui va correspondre à vos besoins. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir le DVA qui coûte le plus cher sur le marché. Si tu fais juste des sorties récréatives puis que tu n'as pas les connaissances ni les compétences de faire une recherche multiple, bien, ça sert à rien que tu aies un appareil qui va résoudre des problèmes complexes. Donc, pour le DVA, voilà, ma pelle, est-ce que ça marche encore? OK, mon manche est rendu là-dedans ou il est tordu. Le piton, il marche encore, ça c'est bon. Ça se rallonge, donc ma pelle fonctionne très bien. C'est une bonne nouvelle. La sonde, donc ce qu'on veut vérifier sur la sonde, c'est le câble, donc on veut s'assurer que le câble, si vous avez un autre système qu'un câble en métal, ça se peut que ce soit usé prématurément. Fait qu'on veut s'assurer que ça marche encore et que le système il clip bien. Donc, est-ce que ça reste encore en morceaux ou ça fait clac tout le temps? Là, ça s'ouvre, c'est pas bon, qu'on va la changer. Fait que la sonde, c'est vraiment important de l'assembler puis s'assurer qu'elle garde bien sa tension, que le mécanisme de blocage ici, il n'est pas brisé. Idéalement, on voit encore les chiffres. Si vous ne l'utilisez pas de façon abusive, comme nous, on voit encore normalement tous les chiffres. Donc ça, c'est important de savoir la profondeur de la victime pour savoir si faut que tu décides entre 2 personnes, mettons, ou combien de loin tu vas te préparer, là, jusqu'à où tu vas creuser, etc. Donc c'est important de savoir la profondeur de ta victime.
Donc, une bonne sonde, là, c'est une sonde qui va être rigide. Si votre sonde est super molle, bien, quand vous allez sonder dans la neige, ça se peut que la sonde fasse des curves comme ça. Fait que c'est important d'avoir une bonne rigidité avec votre sonde. Donc, elle ne sera pas nécessairement trop fine. Elle va quand même avoir un bon diamètre. Puis, bien sûr que les sondes en carbone sont plus légères, sont plus rigides, sont plus chères. Fait que, ben, ça, c'est l'histoire de la vie. Fait que la sonde, ça fonctionne bien, c'est encore correct. Ici, ben moi, c'est sûr que pour le travail, j'ai une scie pour faire les tests. Fait qu'on peut, dépendant de votre système, tu sais, moi, ma scie, elle marche pas très bien toujours, mais peut-être mettre un petit coup de gigolo ou quelque chose juste pour s'assurer que ça marche bien, puis que la première fois que tu sortes, ben là, tu sais pas pogner. Ah ouais, c'est vrai, l'année passée, j'avais dit que j'allais la changer. Ben, c'est juste de refaire le tour là, pour être sûr d'être prêt là, la première sortie en montagne. Fait que ça marche bien. Si c'est pas nécessaire d'avoir la scie, peut-être que vous pouvez avoir un plus petit modèle. C'est pratique là, si vous avez besoin de sortir quelqu'un, de couper des branches ou faire un brancard, n'importe quoi. Ben la scie, ça coupe plus que des croûtes ou de la neige. Il n'y a pas toujours des croûtes, il y en a souvent, mais bon. Donc la scie, c'est important, elle fonctionne bien. Donc, mon casque, bon, ok, pas pire, marche encore. Il n'est pas trop pété. On peut checker si le plastique est décollé ou pas. Si votre petit tire-mousse, là, il est super décollé et qu'il bouge là, dans votre casque, il est plus bon, il faut le changer. Fait que ça marche. Après, ben, les pots de phoque, là, c'est quand même une pièce d'équipement qui est super important parce que si vos pots ils collent plus puis que vous êtes en bas de la montagne, il faut que vous montiez avant de ressortir puis que vous n'êtes pas capable de mettre vos pots, vous n'allez pas être capable de monter en haut puis vous allez rester pris. Puis là, vous enlevez vos skis, vous avez de la neige jusqu'aux hanches, vous ne serez pas capable d'avancer. Fait que c'est quand même une pièce d'équipement super importante. Si ça marche plus, ben vous allez vraiment mal pris. Fait que ce qu'on vérifie sur les pots de phoque, ben oui, il y a le poil, là, on s'assure qu'il n'est pas trop brisé, mais c'est surtout la colle. Fait que si la colle est un peu dégueulasse et que vous avez beaucoup utilisé vos pots, ça se peut qu'il y ait bien de la forêt sur votre colle. Si c'est le cas, ben tu sais, ça change. Vous pouvez juste l'enlever puis remettre la nouvelle colle. Ça se vend sur les sites, là, de la colle de rechange. Puis aussi l'amener au magasin, il va le faire pour vous. Ça encourage l'économie. Puis après ça, vous avez des belles peaux neuves qui collent bien. Ça, c'est cool. Fait que vérifiez aussi que votre clip est encore bonne. Tout ça, OK, ça marche, etc. Fait que les pots d'ascension. Ah oui, les couteaux à ski pour pouvoir mettre sur mes skis. Ben ça, c'est rare que ça brise là. Fait que c'est là. Ensuite, s'il y a une évacuation, ben mon traîneau d'urgence, OK, il est dans mon sac. Cool. Est-ce qu'il y a des cordes dedans? Est-ce que j'ai enlevé mes petites cordes pour les mettre avec ma bâche d'été parce que j'ai pas assez de cordes ou j'ai laissé mes petites cordes dans mon traîneau? Fait que ça peut être bien de vérifier. Vous pouvez aussi le sortir puis checker que tout est beau, qu'il fonctionne bien, qu'il n'y a pas de trous. Vous pouvez le déplier, faire des tests, etc. Ah, OK, ouais, c'est vrai. C'est fait de même, c'est même, ça marche. Cool, c'est vrai, je me souviens comment l'utiliser. C'est sûr que c'est peut-être pas recommandé d'aller dehors en ce moment faire des tests avec votre traîneau parce que c'est en toile puis il n'y a pas de neige dehors, fait que vous allez le déchirer. Mais juste de sortir dans le salon, s'assurer qu'il n'y a pas de rien, de couture, de défaite, etc. Ça peut être vraiment une excellente idée. Puis surtout d'avoir la corde. Moi j'ai ma petite corde, mais là, ah, OK. Ma grosse corde de traction, je l'ai mis dans mon sac, je ne l'ai pas changé de sac. Fait qu'elle est là, fait que ça c'est prêt pour ma première sortie en montagne. Puis, excusez-moi. Après ça, j'ai les équipements, là, s'il arrive un accident. Fait que s'il y a un accident, ben j'ai mon petit matelas jaune. Ça isole du sol. Ça change la vie. Ça prend ça absolument là, en hiver. Là, tu peux pas passer 45 minutes les fesses dans la neige sans avoir froid. C'est impossible. Moi, j'ai froid, même les fesses pas dans la neige. Fait que le matelas de sol, c'est essentiel. Ça change tout. Fait que ça prend ça en tout temps dans le fond du sac à dos. Puis, ben, la trousse de premiers soins, moi, je l'ai mis dans un sac au sec parce que comme ça, je marche. Ben, c'est juste d'aller voir
de temps en temps. Hein? Ah, OK. Ben, j'ai les Advil. Ah, il est vide. Ah non. OK, je pensais qu'il était vide, il était collé. OK, passe date en 2022. Parfait. Est-ce qu'il y a de la teinture d'iode qui a coulé dans ma trousse? Non, ça va. Pas trop dégueu. Ici, j'ai un briquet. Cool. Y a-tu du gaz dedans? Et... Je vais changer mon briquet. Ça, c'est fait. Puis ici, j'ai tout le temps avec moi mon InReach. Parce que c'est le système que j'ai choisi d'utiliser, mais il y a plein d'autres compagnies qui offrent des systèmes de communication par satellite. Vous pouvez magasiner, choisir celui qui convient pour vous. Fait que moi, j'ai InReach Mini parce qu'il est mini. Fait que je check. Ah, OK, mon abonnement, je ne l'ai pas annulé, il devrait être encore bon. Il reste à moitié de pile, fait que je l'ai utilisé cet été, c'est correct. Je sais qu'il fonctionne, mais si ça fait 7-8 mois puis que vous avez éteint vous avez annulé votre abonnement pour l'été, ben là, c'est de le réactiver, puis de fonctionner, d'envoyer des messages textes, savoir si vous êtes sûr, être sûr que tout fonctionne encore, c'est juste ça qu'on veut faire. Fait que ma trousse de premiers soins, ben, à part mon briquet, c'est pas pire. Ça marche. Après ça, ben moi, dans mon sac, j'avais un autre briquet. Fait que, ah, ben lui, il marche bien. Fait que je le mets dans ma trousse de premiers soins. Ça va être réglé. Voilà. Fait que ça, c'est bon. Puis ici, ben j'ai... bon, ça, c'est un kit d'analyse de la neige. Fait que c'est pas tout le monde qui traîne ça en montagne, je le conçois. Mais je suis prête pour mon premier bulletin 1er décembre en espérant qu'il y ait bien de la neige. Puis sinon, ici, ben j'ai ma pince multitool, ça marche. Puis mon glove stopper, si jamais c'est le printemps au mois de décembre. Fait que ça, c'est ce qu'il y a dans mon sac. Fait que ça fait déjà pas mal un beau tour. Il manque évidemment mes mitaines, ma grosse doudoune, mon thermos, etc. Mais ça, c'est des choses que je vais ajouter là, juste avant de partir. Puis ben, je peux vérifier aussi mes bottes, si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de souris morte dans le fond, ça va. Parfait, mes clips. Y avait-tu des choses que je m'étais dit, ah, l'année passée, ah ouais, il y a la pièce de plastique à l'intérieur de ma botte qui accote puis qui me fait mal tout le temps. Fait que là, ben, je m'étais dit que j'allais m'en occuper. En plus, ça brise tout mon chausson. Il est tout en train de péter. Fait que, ben, je vais aller porter mes bottes tout de suite avant d'attendre le rush début de saison puis que ça prenne full de temps à se faire réparer parce que les shops sont bien occupés. Mais vous pouvez juste faire un check-up, là. Ah oui, les réveils étaient cassés, je m'étais déjà allé réparer. Ou ah, mon mode marche, il marche plus bien. Fait que je vais le réparer avant que ce soit la première bordée. Puis que là, je suis bien excitée. Puis que là, je parte. Puis que là, mon mode marche, il ne clippe pas en haut de la montagne. Puis que là, je descende en mode marche dans 20 cm de neige avec des roches. Puis que je me fasse mal. Fait que ça, mes skis. Oups. Ah ouais, ben il faudrait peut-être que je change un petit peu d'amour, un petit peu de cire sur mes skis, ça ferait pas de tort. Vérifier que ça marche encore comme il faut. Essayer de clipper, ok. Cool, parfait. J'ai pas 2 paires de bottes où j'ai pas prêté mes skis en fin de saison puis que la fixe est désajustée puis que là j'ai pas la pince ou l'outil pour la rajouter. Fait que là, ça fit. Si le mode marche, il marche encore. Ça marche, parfait. Fait que tout est là. Dépendant de votre fixation, ça peut être plus ou moins compliqué. La mienne est super simple pour le fonctionnement, fait que ça va bien. Mais juste de faire le tour de tout votre équipement là, pour être sûr que tout fonctionne bien. Puis qu'à la première sortie, bien, vous allez être prêt. Puis vous allez apprécier. Puis il ne vous manquera pas votre petite pièce d'équipement. Donc, j'aurais bien vérifié mes bâtons de marche, mais les miens, ils étaient un peu pétés, fait que j'en ai commandé des nouveaux, puis ils s'en viennent. Fait que n'oubliez pas de checker aussi vos bâtons de marche. Fait que voilà, ça fait un bon petit tour, là. Sac à dos ici, j'ai... Ah ouais, mes lunettes. Fait que c'est cool, ma lentille n'est pas craquée, fait que mes lunettes, ils sont encore bien belles. Je vais pouvoir laisser ça à sa place pour la première sortie. Il manque mes lunettes de soleil, mais elles sont
dans mon sac à dos d'été. Fait que je vais juste penser à mettre ça dans mon sac d'hiver au début. Fait que voilà, pour l'équipement, ça fait pas mal le tour. Fait que on va retourner au bureau, voir les derniers petits trucs qu'on peut faire pour bien préparer sa saison. Cool! Fait que on a rafraîchi nos connaissances, on a acheté des livres, on a lu, on a pratiqué un peu avec notre équipement, on a vérifié que tout fonctionnait encore très bien. Fait que une des dernières choses qu'on peut faire pour être plus que prêt pour la saison de ski, bien, c'est de se préparer physiquement. Donc, ça reste que le ski dans l'arrière-pays, c'est quand même assez exigeant physiquement. Fait que une bonne préparation physique, là, ça peut éviter les blessures. Puis si on n'est pas assez fort physiquement, bien là, c'est là que ça peut arriver les blessures. Donc, on peut faire un petit programme d'entraînement. Il y a différentes ressources qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il y a entre autres sur Zone Ski, là, ici, des petits exercices pour s'entraîner pour spécifiquement plus le ski. Mais ça reste que quand on monte à pied, bien, on descend à ski. Fait que c'est important de bien préparer nos muscles pour le ski. Allez faire aussi la course ou la marche en montagne. Préparer votre corps à endurer un peu le froid, la neige, le vent. Donc, ça peut être bon là, de s'acclimater tranquillement, là, pas rester en dedans toute la fin du mois de novembre, puis tout décembre, puis à Noël, paf, on sort dehors. Ah, il fait froid! Donc, ça peut être vraiment bien. Puis, vous pouvez aussi, c'est une station proche de chez vous là, qui n'est pas ouverte en début de saison. Vous pouvez checker si vous avez le droit d'aller, faire un petit tour, monter avec les pots de phoque, descendre, aller à la station de ski, prendre les chaises, faire une coupe de descente aussi avant de s'aventurer là, dans le fond du Mont-Albert. Donc ça, c'est tous des bons conseils et des bons trucs que vous pouvez faire pour être vraiment prêt pour votre saison qui s'en vient. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, nous appeler si vous avez des conseils, des questions, que ce soit sur les cours, sur l'équipement, sur n'importe quoi. Là, on est là pour ça, puis bonne préparation de saison.